Hello à tous, petite review de l'épisode de Bleach sorti le 26 octobre 2024, à savoir l'épisode 4 du cours 3 de Bleach. On va continuer ce format parce qu'il plaît à pas mal de personnes dans les commentaires, et si vous vous posez la question, oui je suis en plein déménagement, ce qui explique le fait que mon décor a totalement disparu. En vrai c'est un peu compliqué, j'ai quelques vidéos en avance, mais je pourrais pas vous proposer des vidéos d'analyse dans les jours qui viennent. Et comme vous le voyez, mon trépied mais aussi le bras de mon micro sont malheureusement déjà dans les cartons, donc ça va être un peu à la one again. Ouais, ça va être un peu sauvage comme review, mais je vous promets la qualité sera au rendez-vous. De plus comme vous le savez, c'est un format beaucoup plus chill, donc il nécessite beaucoup moins d'efforts au niveau du montage, donc on va dire que ça s'y prête. Le week-end dernier, j'ai donc été au festival Pemenade. Je vais commencer toutes mes reviews comme ça. Non, sérieusement, le week-end dernier, j'étais au festival Pemenade où j'ai pu rencontrer pas mal d'entre vous et vous faire dédicacer du coup mon ouvrage Manga Philo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un livre qui est une compilation d'analyses philosophiques de plusieurs mangas, intitulé Manga Philo, toute la philosophie révélée par le manga, disponible dans pas mal de librairies, mais aussi sur la Fnac et sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer, j'ai pour projet d'avoir une petite maison secondaire dans le Var et ce serait pas mal. De plus, comme vous le voyez, la review arrive beaucoup plus tard par rapport à l'épisode, ce qui fait qu'au niveau de l'algorithme, c'est pas vraiment le tip top, mais on fait comme on peut et j'espère que vous pourrez apprécier quand même cette vidéo malgré les conditions totalement terribles de tournage. Bon, trêve de mondanité et passons à l'épisode qui dans sa globalité était ouf, non vraiment c'était incroyable. Que ce soit au niveau du travail d'animation de Pierrot-Film, parce que bon sang, on voit qu'on a changé de studio d'animation, un soin tout particulier amené aux détails, et oui les détails sont hyper importants dedans parce que bah on y reviendra plus tard, notamment au niveau des particules de Reiatsu, des attaques, mais aussi au niveau du dynamisme et de la chorégraphie au niveau des combats. De ce fait, la pourrie que j'avais soulevée à la précédente review est totalement dépassée. Je vous rappelle qu'à l'époque, je disais que le cours 3 de Bleach, au niveau animation, me plaisait pas trop parce que par moments, on était beaucoup plus dans l'émerveillement vis-à-vis de la beauté du dessin que dans le dynamisme. Des fois, ça manquait de mouvement et on avait juste des effets de mouvement qui se rajoutaient. Alors là, on m'a regardé, on m'a dit Gatsu, va falloir que t'arrêtes de dire ça parce que le combat entre Ishida et Ichigo était tout bonnement incroyable. Ça se comprenait totalement par rapport au fait que Tite Kubo est désormais aux manettes et que c'est son manga et qu'il sait que son dessin est très beau et il a envie de le mettre en avant. Mais je pense que Pierrot-Film a bien compris qu'il fallait rajouter pas mal de dynamisme. L'autre élément que l'on ne cessera de convoquer pendant toute cette review, parce que c'est l'élément central du cours 3, c'est tous les rajouts que l'on retrouve dans les épisodes. Des scènes bonus qui en deviennent canon parce que c'est dirigé par le mangaka lui-même. Encore une fois, tout cela met en avant un élément crucial dans cette nouvelle adaptation, à savoir la frustration qu'a connue Tite Kubo à l'époque de ne pas pouvoir finir son manga dans les meilleures conditions possibles. Et le fait qu'il puisse enfin compléter son œuvre par le biais de l'adaptation en animé. Travail assez intéressant et qui nous amène à une réflexion assez profonde, à savoir, est-ce que le créateur d'une œuvre peut compléter son œuvre à travers un autre médium qu'il ne maîtrise pas à 100%? Parce que oui, Tite Kubo n'est pas du milieu de l'animation, c'est un mangaka. Et pourtant, la synergie qui s'opère entre lui et le studio Pierrot-Film nous donne des épisodes quand même incroyables. De ce fait, dans cet épisode, je pense qu'il y a 3 thèmes principaux: trahison, transcendance et reconnaissance. Mais passons désormais à l'analyse progressive de l'épisode. L'épisode s'ouvre donc avec le rappel du sacrifice d'Ukitake, qui libère la main droite de Dieu, chose désormais explicitée dans l'épisode, que l'on pouvait seulement théoriser dans l'épisode précédent. Une main qu'il contrôle par sa volonté, qui n'a pas de volonté indépendante, et dont le seul ordre est protéger le roi spirituel. Et ça c'est très bien animé parce qu'on voit Ukitake en train de se battre littéralement à la base de cette main. Il se débat, il a mal, ça se voit à chaque fois qu'il y a une interaction avec Yhwach. Une main donc qui n'a pas d'autre volonté à part celle de protéger le Reiyo, un Reiyo déjà mutilé, et qu'il faut quand même conserver dans cet état. Et autre élément que je trouve intéressant, c'est qu'il demande la libération du pouvoir de cette main par son œil, renforçant la théorie sur laquelle c'est à travers un futur dérobé à Yhwach que se bat Jushiro. Un futur que suivront donc les protagonistes de ce combat. Le pouvoir d'Almighty appartenait de base au Reiyo et a été légué à son engeance Yhwach. Il nous est donc permis de spéculer que le Reiyo a donc conservé ce futur et l'a protégé dans sa main droite. Une libération qui, encore une fois au niveau de l'animation, nous permet de nous rendre compte de l'attention prise à l'animation de ces mêmes particules, que ce soit celle du Reiyo ou celle des Quincy. Et cela prend totalement sens, mais nous y reviendrons encore une fois tout à l'heure. Le sacrifice de Jushiro nous rappelle encore une fois qu'il sacrifie sa vie pour son honneur, alors que Kyoraku a sacrifié son honneur pour la vie. 2 types de combats, 2 types d'éthiques que doivent suivre des guerriers. C'est intéressant parce que dans un type de pensée traditionnelle japonaise que l'on pourrait retrouver par exemple dans le traité des 5 Gros de Miyamoto Musashi, on parle plus de voie et d'éthique, notamment la voie du guerrier. Et nous est donc présenté ici les 2 types de voies que doivent suivre les guerriers dans la Soul Society. Rappelons que la Soul Society est un hommage à la société japonaise traditionnelle, que ce soit par son architecture, ses coutumes, ses habits, enfin voilà. Mais revenons à l'épisode. La question que pose Yhwach juste après est ultra intéressante. Il demandera au Reiyo s'il a fini par s'attacher à la Soul Society, et semblera le condamner pour ça, comme si un dieu ne devait pas s'attacher à sa propre création. Or, c'est exactement pour ces motifs-là que Yhwach condamne son père qu'il a abandonné lorsque les Quincy se sont fait décimer. Son père qui ne s'est pas assez attaché à
à eux et qui n'a pas cherché à les protéger. Cela montre qu'en réalité, le combat de Yhwach n'est pas mené par une idéologie qui cherche à sauver la civilisation, mais plus par un sentiment de jalousie. Car n'oublions pas que ce conflit reste essentiellement celui entre un père et son fils, le père ayant abandonné son fils. Et ça, on le retrouve durant tout l'épisode, à savoir des problèmes au niveau de la filiation. Parce que oui, cela reviendra entre Uryu et Ichigo à un autre niveau. Cette même filiation qui dans la poésie de Bleach est souvent cachée voire effacée par le bruit de la pluie, qu'elle aura fait naître mais aussi qu'elle aura fait rompre. Que ce soit la rencontre entre Masaki et Isshin, la mort de la mère d'Ichigo, la reconnaissance d'un Getsu, en tout cas dans Bleach, la pluie va toujours jouer ce rôle. Mais tout cela nous amène à remonter à une question plus large. A-t-on une obligation, un devoir envers notre création? Et si oui, jusqu'à quelle limite? Parce que n'oublions pas, le créateur vise toujours l'indépendance de son objet. Parce que oui, ce dieu en créant les humains, les holos, les shinigami, leur a donné aussi un libre arbitre. Ils sont maîtres de leur destinée d'une certaine façon, quand bien ils peuvent voir tous les futurs. De ce fait, ce serait plus un bon dieu qu'autre chose. Imaginez un dieu qui interférerait dans les affaires humaines dès qu'il y aurait quelque chose qui le contrarie. À ce moment-là, on considérerait plus que c'est un mauvais dieu. Et bien justement, le Ryo aurait été un bon dieu en abandonnant les Quincy à leur sort. Parce que même Aizen invitait à ce que chacun croie en soi et ne fasse pas confiance aveuglément à un dieu, quand bien même il aurait pris la place du Ryo. Et bien Yhwach, revenons encore une fois à la question qu'il a posée, en disant cela, il met plus en lumière ses contradictions internes. Parce qu'il dit vouloir donner la pleine liberté aux hommes en leur donnant la possibilité de choisir de mourir ou non. Bon, on est dans des conditions vraiment drastiques parce qu'une de mes lumières vient de s'éteindre, je pense que vous l'avez remarqué. Je vous invite plus à écouter cet épisode comme étant un podcast qu'autre chose, parce que visuellement, il n'y a rien qui va. Donc je disais, Yhwach, malgré son air froid et calculateur, il reste très émotionnellement investi dans ce combat. Et ça se voit dans le rajout de l'épisode 2 où on voit Yhwach pleurer. Le leitmotiv de sa révolte tient donc plus de l'émotion, de la déception que de la pure rationalité. Et encore une fois, on est vraiment dans une métaphore luciférienne. Parce que tel Lucifer qui s'est senti abandonné par son dieu et qui avait préféré les hommes à lui, Yhwach s'est senti abandonné par son père qui a préféré les Shinigami à lui. Et donc, tel Lucifer veut se venger de son créateur. Il en vient même à faire preuve de rage en posant cette question et en criant « Pourquoi t'es-tu attaché à cette Soul Society ?» Ainsi, Yhwach était l'enfant qui hurle en exigeant une réponse face à quelque chose qu'il ne comprend pas, alors qu'en réalité, le Ryo lui avait juste donné sa pleine indépendance. Le récit prend donc littéralement un aspect biblique. Et c'est pour ça que j'adore Bleach. Vous voyez toutes les dimensions, les strates de lecture que l'on y retrouve. Il rappelle par la suite que le bras droit du Ryo, encore une fois, a cette fonction de stopper plutôt que de permettre d'évoluer. Et donc le Ryo reste à l'article de la mort, c'est juste qu'il est stoppé dans cet état-là. C'est pour ça que Yoruichi va dire il va falloir en faire notre nouvelle divinité. Il faut faire en sorte qu'il puisse s'arrêter à ce moment-là et ainsi garantir la stabilité des trois mondes. Et c'est pour ça qu'Okitake n'a pas été soigné. Ça a été montré de façon très brève mais intéressante. S'il avait été soigné, ses cheveux seraient redevenus noirs comme ceux de sa famille. Mais ils sont restés blancs, symbole d'une perte de vitalité. Donc le Ryo serait resté dans cet état jusqu'à ce qu'Okitake rentre son dernier souffle. Et les deux lumières sont parties. La suite vous la connaissez, Ichigo et Yoruichi vont tenter d'arrêter Yhwach, mais c'est chose futile vu que Yhwach voit le futur. Et intervient donc la personne qui nous intéresse le plus, celui qui donne son nom à l'épisode, Uryu Ishida, le traître. Mais avant, Yhwach pose cette question hyper intéressante à Ichigo. Tu dis que tu veux m'arrêter, mais en fait t'es même pas capable de dire que tu veux me tuer, sachant que tu as devant toi la personne que tu haïs le plus, vu que c'est moi qui ai tué ta mère. Rappelons que la mort de la mère d'Ichigo est ce qui l'a conditionné à devenir une personne qui veut tout le temps protéger ses proches. Donc littéralement, il est en train de parler de l'événement le plus important de sa vie. Yhwach, d'un point de vue martial, tente encore une fois de déstabiliser Ichigo, chose que tous ses adversaires ont fait, afin de pouvoir retrouver une supériorité dans le combat. Et encore une fois, d'un point de vue narratif, il alimente cet aspect tragique en montrant qu'il y a un lien entre eux, une véritable filiation, il est le meurtrier de sa mère. Tout en étant d'une certaine façon son père, vu qu'il est le père de tous les Quincy. Et j'aimerais parler de l'OST de Ishida quand il arrive, elle est magnifique. C'est une reprise d'une ancienne OST, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, je crois que c'est Wheel of Art, si je me trompe pas, merci l'accent anglais encore une fois, et elle accompagne parfaitement le récit. Ces deux anciens frères vont donc se battre sur la thématique de la reconnaissance selon moi. Car Ichigo se doit désormais de reconnaître Ishida comme étant un véritable Quincy qui appartient au Wanderreich, et Ishida, par un moment où il est totalement déstabilisé, reconnaît l'héritage Quincy chez Ichigo. C'est même le seul moment du combat où justement Ichigo pourra prendre le dessus sur lui et l'attraper par le callback. Et ce combat est plein de poésie aussi, parce que ils sont plus frères qu'ils ne le pensent, hein. Je dis pas frères de sang, mais rappelez-vous les conditions de rencontre de leurs parents. Ryuken était promis à Masaki, et finalement Masaki finira avec Isshin. Et cet événement va amener Ryuken à sortir avec, enfin se marier avec sa gouvernante qui était amoureuse de lui. Ils sont beaucoup plus liés qu'ils ne le pensent, et j'attends du coup l'arrivée des darons dans cet arc. Ouais, j'adore cette planche où ils sont tous les deux là en mode allez, va falloir voir ce que nos fils sont en train de faire parce que c'est vraiment la merde. Et je reviens sur cette animation qui est quand même très qualitative, mais le soin pris à animer toutes les particules qu'utilise Ishida dans le combat,
Ben c'est plein de sens parce que les Quincy utilisent le Reiatsu autour d'eux. Ils prennent toutes les petites particules d'énergie spirituelle et les réinvestissent dans leur attaque. Ça prend donc sens totalement vis-à-vis du pouvoir des Quincy. D'ailleurs, petite anecdote, je trouve qu'Ichigo fait beaucoup plus adulte dans cet épisode plutôt qu'un ado de 17 ans. Genre, j'ai regardé l'épisode, j'ai dit, bon, il pourrait avoir la vingtaine, fin vingtaine, là, quand même, Ichigo, hein. Son seiyuu un peu vieilli, sa voix est un peu plus grave, tout cela, même Ishida, hein, il fait plus âgé, hein. Mais purée, Ichigo, qu'est-ce qu'il fait adulte dans cet épisode? En plus, avec cette nouvelle tenue, enfin, c'est plus flagrant que dans le manga, en tout cas pour moi. Cette opposition entre ces deux anciens frères trouve donc sens dans l'opposition historique qu'il y a eu entre les Shinigami et les Quincy, une opposition de race qui nous rappelle la Seconde Guerre mondiale. Et justement, ne condamnons pas Ishida trop vite. Quand bien même les Quincy sont à l'image des nazis de 39-45, bah c'est les Quincy qui ont subi un génocide de la part des Shinigami, montrant encore une fois à quel point l'histoire est extrêmement complexe dans Bleach, que ce n'est pas manichéen, il n'y a pas des méchants et des gentils, et que dans l'histoire, les Quincy sont en train de justement de se venger d'un mal qui leur a été fait pendant des millénaires. Des siècles, hein, pas la peine d'abuser. Hein. Parce que oui, Ishida apprend la véritable histoire de son peuple. Imaginez-vous à sa place, ça fait 1000 ans que vous êtes persécutés, que vous vivez dans l'ombre, qu'il y a 200 ans, vous avez totalement été décimés, vous êtes l'un des rares survivants, vous possiez même être l'un des derniers Quincy vivants. Vous avez un grand-père que vous aimez plus que tout, qui se fait tuer par des Shinigami parce qu'ils n'arrivent pas assez vite. Et il comprend qu'il y a véritablement eu homicide de la part de ces derniers. Un père qui n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il est bon de ne pas connaître la véritable histoire des Quincy, parce que maintenant il a la raison, c'est terrible. Et vous avez combattu côte à côte avec un représentant de ces derniers, vous êtes même allé défendre ce dernier à la Society. Oui, on l'appelle le traître, mais Ishida a aussi connu une véritable trahison. Alors, même si Ichigo est animé par le désir de protéger les siens, ben Ishida aussi. Ils sont d'un point de vue leitmotiv à égalité. Et c'est pour ça que c'est hyper fort. Ichigo lui dit, bah tous les mondes vont être détruits, pourquoi tu fais ça? Tu savais tout ça, tu veux te battre? Il lui répond, bah oui, je suis un Quincy. L'honneur encore une fois de sa race décimée par les Shinigami. Bon, à la fin de l'épisode, vous avez quand même un Yugram qui le regarde avec un air de t'as pas encore toute ma confiance, toi, hein? à voir ce que ça va donner dans la suite. On va skipper sur la partie où Ganju pense que c'est son manga et commence à se battre en bac à sable face à des Quincy hyper puissants. Et Chad, parlons-en, elle est tellement loin cette période où Ichigo disait « Je n'imaginerais pas Chad perdre un seul combat ». Déjà à l'époque, 10 minutes plus tard, il embrassait le bitume. Je pense qu'il a pas pensé assez fort à son abuelo quand il était en train de se battre. Non, mis à part cela, le combat était pulsé par une OST au son germanique, encore une fois très intéressant comme choix, parce qu'au niveau du son, de l'image, de tout cela, nous avons un rappel de ce moment de l'histoire. On a même un son de cloche d'église quand Ishida éveille son Volstein, si je me trompe pas, excusez-moi, j'ai pas la vraie prononciation, ça sonne littéralement le glas de la fin de la Society. Un son de cloche d'église du coup, un son très occidentalisé, très européen. Et n'oublions pas un petit détail dans cet épisode, Ichigo se retient. Ah bah oui, il est pas en Bankai, il est encore en Shikai, et on le voit au niveau de ses attaques. On pourrait même se dire qu'il a fait exprès d'éviter Ishida à un certain moment, hein. Et lorsqu'Ishida tire sa flèche, eh ben il y a un petit moment, on le voit baisser les bras, hein. Ichigo ne peut pas se battre sérieusement contre cet ancien frère de combat. Il a connu trop de choses avec lui. Ichigo préférait se battre pour le ramener. Et je vois souvent sur les réseaux un parallélisme fait avec Naruto et Sasuke. Bah oui, on y est un peu quand même, hein. Ishida a vécu des choses traumatisantes, a connu encore plus l'histoire de son peuple, un clan décimé. Et l'autre veut le ramener à la raison. Bon, pas le ramener au village, vous avez compris, mais quand même, il se bat pour lui et n'est pas prêt à se battre à 100% contre lui. Et enfin, j'aimerais finir sur la scène post-générique où on voit justement Yhwach absorber le Reiyo. Rappelle encore une fois que les Quincy absorbent l'énergie autour d'eux et se les réapproprient. Il le fait juste avant avec son armée, et j'aimerais m'arrêter sur cette scène parce que c'est hyper intéressant. Ça montre la force mais aussi la faiblesse des Quincy. Ils ne peuvent se battre qu'en utilisant l'énergie environnante ou l'énergie, pour Yhwach de ses subalternes. De ce fait, ils sont quand même dépendants du monde qu'ils veulent détruire. J'aimerais donc finir sur cette scène post-générique d'un épisode, vous vous rappelez l'encyclopédie de Shinigami, où justement Yuken expliquait comment il se battait, et Ishin le voit, il fait « Ouais, donc vous pouvez pas vous battre avec vos propres armes, vous avez besoin de nous pour vous battre. » Hein, c'est un peu ça en fait, et rappelez-vous, Yhwach avait sacrifié une part de son armée pour monter au palais royal. Bref, c'était Gatsu Sensei, j'espère que cette review catastrophique vous a plu, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.